Les expériences de paysage, donc, c'est des conférences qui ont été initiées il y a à peu près une quinzaine d'années par la Fédération donc, française du paysage pour en fait faire entendre la parole des paysagistes et aussi avoir la mémoire des paysagistes. Très souvent, les paysagistes travaillent beaucoup, œuvrent beaucoup, mais n'écrivent pas beaucoup, pas tous, pas voilà. Et donc Pierre Pilet fait partie de ça, de cette génération qui a énormément œuvré ou dont on a beaucoup à apprendre. Je voudrais donc aussi remercier, mais chaleureusement et infiniment, en fait, Sophie Bello et Jérémy Di Stefano, qui ont été la cheville ouvrière de cette expérience de paysage. Et surtout pour Jérémy, qui n'est pas là. Il est vraiment très triste d'avoir eu le Covid qui traîne encore. Voilà, donc une petite pensée pour lui, et puis des gens aussi, il y a eu aussi Anne-Marie Lianta qui n'est pas là, enfin voilà. Donc c'est une œuvre d'équipe, c'est ça qui est important aussi, le paysage c'est des choses d'équipe. Juste pour vous présenter, alors Pierre Pilet, tu es né en 1943, donc c'est facile de calculer son âge, à Paris, et tu es venu dans la région après des études de paysage, et tu es venu dans la région pour exercer ton métier de paysagiste, et tu as fait partie de cette grande aventure qui est la Grande Motte. C'est pour nous quand même une référence forte au niveau régional, mais au niveau national. Et j'avais envie de dire que, je reprendrai un mot de Michel Courajou, qui est aussi un paysagiste assez connu, qui disait faire du paysage, c'est entrer en conversation. Alors lui, il parlait entrer en conversation avec un territoire. Là, on va rentrer en conversation avec Pierre grâce à Sophie. Sophie, donc Bello, tu es artiste et paysagiste. Tu as fait tes études ici à Montpellier, les études aux Beaux-Arts de Montpellier, où tu as le médium de la photographie t'a particulièrement intéressé, où c'est devenu ton moyen d'expression. Mais le paysage t'a interpellé quand même, et donc tu as fait un certificat d'études supérieures à l'École nationale supérieure du paysage qui est à Versailles et Marseille. Il y a une antenne méditerranéenne à Marseille, et tu l'as fait là à Marseille. Et toujours pour cette appétence pour le paysage et la photographie, tu as continué et tu as fait un master à Versailles, qui est un master jardin historique, patrimoine et paysage. Et c'est pour le mémoire de ce master que tu as mené une enquête photographique de la Grande Motte. Et donc cette enquête, une enquête approfondie des archives, une enquête approfondie des hommes qui ont fait ce paysage, et donc tu as rencontré Pierre et une conversation a commencé entre vous deux, et aujourd'hui on va vous proposer de continuer cette conversation. Je vais essayer de témoigner de cette expérience exceptionnelle, mais surtout en tant que paysagiste, et je serai peut-être ce qu'on appelle ce soir un peu les scouts aérés du paysage. Je vous donne une explication. Les scouts aérés, c'est, disons, le troubadour qui, au Moyen-Âge, allait de village en village, ou le conteur qui allait de foyer en foyer. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio. Il portait la parole, il portait les contes, il portait les nouvelles. Et donc, c'est un mot occitan. C'est celui qui écoute et qui dit, et qui a la faculté de dire et d'écouter. Et on dit escouteir, mais ça, on prononce escoutaere. Voilà, donc je serai le conteur un peu du paysagiste qui est venu, là j'explique un peu, je complète. Je suis venu en Languedoc-Roussillon, parigot expatrié, et j'ai découvert le Languedoc-Roussillon quand je suis venu en stage, et ensuite j'ai travaillé donc sur toute la côte. Je suis rentré, disons, par hasard. Je vous expliquerai peut-être plus loin, par hasard, comment je suis venu à Montpellier. Une histoire de paysagiste. La Grande Motte se situe sur la côte littorale d'Occitanie, qui autrefois s'appelait la côte du Languedoc-Roussillon.
On ne peut pas comprendre la Grande Motte si on ne la situe pas dans la mission Racine. La mission Racine est née lors de la seconde décennie des 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses amènent une politique d'aménagement territorial. C'est la première fois que nous connaissons ça. Ça a né dans un contexte assez particulier parce que nous sommes dans un débat où est très critiqué les premiers essais de construction des grands ensembles, l'urbanisme réformateur qu'on appelle. Et ce débat-là est très animé par Jean Balladur, qui est l'architecte en chef de la Grande Motte, parce que lui, il va défendre un autre point de vue très important. Il va défendre un urbanisme qu'il appelle un urbanisme organique, qui va se dérouler en 3 parties. C'est l'art qui va réunir l'architecture, le paysage et l'urbanisme. La mission Racine sera la première mission en France qui va s'étendre sur une échelle régionale. Et il y a une mission en parallèle qui est extrêmement importante, qui permet d'acheminer l'eau potable et une reconversion agricole dans le territoire. Et cette mission-là est confiée la direction est confiée à Philippe Lamour. Et ça, c'est important parce que du coup, Philippe Lamour va créer une société d'économie mixte qui va être la compagnie du baron de Languedoc. Là, ce qui va apparaître, c'est que dans l'équipe d'architectes en chef, il va y avoir un paysagiste qui va être associé, un premier paysagiste qui va être associé, qui s'appelle Élie Moret, à la mission Racine dans l'équipe. Et très très vite, Pierre qui est là, va rejoindre l'équipe, va rejoindre Élie Moret. Il va nous expliquer un peu plus après comment ça va se passer. Dans ces politiques d'aménagement, le gouvernement va aussi solliciter en fait des photographes. Les photographes vont avoir un rôle assez important parce qu'elle va avoir un rôle, ces photographes vont être missionnés par l'État et cette photographie aura le rôle de promouvoir en fait les aménagements réalisés par l'État et de communiquer aussi sur ces aménagements. J'explique cela parce que ça nous porte une vision assez orientée des projets. Ça nous informe, mais c'est une commande et souvent on invite les photographes à suivre les missions et jamais on va les inviter à intervenir soit en amont, soit en après. C'est souvent pour valoriser et avoir une question de valeur patrimoniale, culturelle. Je vous explique cela parce que dans mon travail artistique, j'ai été confrontée à cela. C'est-à-dire que j'ai commencé depuis extrêmement longtemps, depuis les Beaux-Arts, à photographier le paysage. Et puis, après les Beaux-Arts, je me suis retrouvée à vouloir photographier absolument, j'habitais Marseille à l'époque, le chantier du Mucem. Donc, j'arrive à m'introduire dans le chantier du Mucem. Et là, gros déclic, parce que je passe souvent, je fais une immersion dans le site. Et je travaille sur des temps très très longs. Des années, plusieurs années. Et donc, c'était en 2009, et donc je m'introduis dans le chantier. Et là, j'ai un déclic de me dire, je suis à l'intérieur du chantier, et de me dire, mais mince, tu photographies ce chantier-là, mais d'où viennent les décisions? Qui prend ces décisions-là d'aménagement, de création architecturale? Et là, à la suite de cette expérience-là, je décide de me rapprocher des paysagistes. Donc, c'est là où j'intègre l'école de paysage pour comprendre en fait
ces décisions-là, quelles sont les décisions, comment un paysagiste travaille, comment un architecte travaille, et me familiariser aux questions de projet, au vocabulaire. Voilà. Pierre, vous êtes arrivé en 1965 à la Grande Motte. Vous avez photographié du départ jusqu'à la fin. Est-ce que vous pouvez me dire comment la photographie s'est intégrée dans votre travail? Oui, c'est un outil qui aide à la mémoire, et surtout c'est important quand on appréhende le paysage, les lieux, les sites. On a un projet, mais il est important d'avoir en mémoire l'environnement de l'espace là où va se produire ce projet, le relief, la végétation, etc. Et quand on revient à l'atelier, c'est important d'avoir des clichés, et on fait des photographies pour avoir ça en mémoire ou les choses qu'on refait. Donc ça, c'est l'utilisation de la photo, elle m'a suivi de partout, mais beaucoup de gens le font. C'est même un outil de base. Pour un architecte sans doute. Pour le paysagiste, c'est important d'avoir la mémoire du type de couvert végétal, de sol, de relief, des événements, des éléments insolites. Et on découvre des fois sur la photo des choses qu'on n'avait pas vues en faisant le cliché. Donc la photo, moi, elle m'a suivi de partout, à chaque fois qu'il y avait un projet. Mais là, c'est le document que tu as trouvé à la Grande Motte. C'est des photos que je faisais dans l'avancement des travaux. Et je me suis fait donc ce carnet photos depuis l'origine. Donc elles sont classées année par année. Mais pour vous, c'est dommage, sans doute un manque de commentaires. C'était pas un travail de fond pour moi, c'était un accessoire. Donc il y a beaucoup de clichés où il n'y a pas de commentaires. Je l'avais dans la tête, mais ça manque de commentaires. Donc c'est peut-être difficile à exploiter. Mais enfin, à la fin de ces 30 années de travail à la Grande Motte, il y avait ce carnet d'archives photos. Et ça explique aussi pourquoi le patrimoine de la Grande Motte a ce document, parce que le bureau d'études, la compagnie du Baronne, on a déménagé plusieurs fois. Et à chaque fois, il fallait dégraisser les archives. Ils nous ont fait jeter à la poubelle Nicolin, mais pas que mon bureau d'études, des choses à la poubelle. Et moi, la Grande Motte, je ne voulais pas. J'ai tout fait garder, les plans, les projets, les dossiers d'appel d'offres et tout. Je me suis rangé avec les collègues du service des travaux pour avoir dans un local tous ces documents. Et quand je suis parti à la retraite, j'ai demandé comme par politesse l'autorisation à mon chef de service de faire don à la Grande Motte de toutes ces archives. Ça explique pourquoi ils ont toutes ces archives et que je suis un vieux conservateur, n'est-ce pas? Voilà, comme ça. Et il y a aussi des documents, des pièces dessinées qui restent une trace. Parce que ce qui concerne le cap d'Agde, Carnon, le cap Bargarès-Brisson, tout est parti en fumée. Donc ça, c'est une information extrêmement intéressante. Et juste pour donner un ordre d'idée, quand Pierre dit qu'il a énormément photographié, la ville possède un fonds magnifique de 4000 images, 4000 diapositives. Et Pierre, vous aviez l'habitude, ça c'est très important, de faire des reportages, des albums photographiques. Et vous aviez vous avez offert 5 albums photographiques regroupant 1200 images, 1200 photographies. Pierre, vous avez donc intégré la compagnie du Baronne en 1965. Est-ce que vous pouvez donc justement nous dire enfin ce que vous vouliez nous dire tout à l'heure sur l'intégration et rebondir? Oui, je disais que c'était accidentel ou un hasard. Toujours est-il que
on était à l'école du paysage à Versailles, et à la salle de dessin arrive un monsieur et qui dit qui veut venir faire un stage à Montpellier. On a la compagnie du Baronne, on a les études d'aménagement des stations touristiques du Languedoc-Roussillon en commande. Et silence dans la salle. Il faut dire que c'est pas énorme. À l'époque, les promotions, c'était 12 élèves. Hein. Et j'avais vu peu de temps avant un article, le fameux article qui était dans Paris Match, qui présentait l'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon. Il y avait des esquisses, des projets, des trucs fantastiques, la Nouvelle-Floride, la Nouvelle-Californie, tout ça. Moi, Montpellier, c'est loin, je ne disais rien, mais j'ai dit, j'y vais. Donc, je suis arrivé à la Compagnie nationale d'aménagement du Baronne, embauché par monsieur, pas en stage, monsieur Élie Moret, qui est un urbaniste paysagiste, et qui avait fait ancien Versaillais, et qui était à la Compagnie nationale d'aménagement du Baronne Languedoc, BRL aujourd'hui. Est un outil d'aménagement, de développement régional important qui a été mis en place justement dans les grands projets du développement et d'aménagement du territoire vus par le général de Gaulle, en même temps que les villes nouvelles et en même temps que le Fos-sur-Mer, etc. Et l'aménagement touristique du Languedoc-Roussillon est venu après, presque 10 ans après. Parce que la Compagnie nationale d'aménagement du Baronne Languedoc, c'était les années 52, et c'était dans l'optique d'amener de l'eau aux agriculteurs. C'était les financements du ministère de l'Agriculture surtout, et ainsi permettre la diversification des cultures et échapper à la monoculture de la vigne et de l'élevage du mouton. Et donc ça a commencé comme ça. Et quand il y a eu le lancement de l'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon, la mission Racine, la Compagnie du Baronne était impliquée comme outil, l'outil d'acquisition de sol, l'outil des enquêtes sur l'hydraulique, les adductions d'eau, tout. Et la mission avait installé à Montpellier l'ALR, l'agence d'architecture du littoral Languedoc-Roussillon, là où il y a eu l'équipe de conception. Mais là, tu allais le développer, ça. Non, voilà. Donc il y a eu cette première équipe où il y avait Balladur, Jean Lecouteur, Gomis, Castella. Moi, je n'ai pas vu toute cette équipe ensemble, parce que ça, c'était dans les années 63-64. Et il y avait Candilis. Ils ont défini ce plan d'urbanisme interrégional ensemble. Et ça, c'est là où il n'y a eu que des choses exceptionnelles en Languedoc-Roussillon, disons. Parce que Racine a réussi à ce qu'il y ait eu la conception globale sur tout ce secteur, le croissant du Languedoc-Roussillon, dans l'idée du développement touristique, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que le plus gros du tourisme, aussi bien des Français, les Belges, les Suisses, les Anglais, c'était l'Espagne. Il y avait une exode phénoménale, la vallée du Rhône, et il faut se rappeler que c'était une aventure pour ceux qui allaient en vacances en Espagne, parce qu'on passait à travers Nîmes, à travers Lunel, à travers Montpellier, à travers Béziers, à travers Narbonne. C'était une aventure. Alors, ce schéma directeur phénoménal qui prévoyait le développement touristique pour capter sur le littoral ce flux touristique. Et là, donc la mission Racine a permis de coordonner tous les services d'État et lancer les financements. C'est la première fois aussi qu'il y a la réalisation et la rédaction d'un plan vert. Et peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu. Oui. Alors, Élie Moret, qui était dans l'équipe, avait déjà dégrossi, quand je suis venu en stage en 65, dégrossi le problème de la végétalisation et de l'accompagnement en espace vert, espace libre, espace public dans les villes nouvelles. C'est la Compagnie du Baronne qui était donc impliquée aussi. C'est elle qui avait les contrats d'études des aménagements paysagers pour le chapelet de stations touristiques.
sauf le Cap d'Agde. Le Cap d'Agde parce que Jean Lecouteur a voulu travailler avec De Villemorin, c'était une grande relation, c'est une pointure de l'horticulture, De Villemorin, et donc ils ont commencé avec De Villemorin sur le Cap d'Agde. Mais tous les avant-projets généraux dont était chargé Élie Moret étaient attribués à la compagnie du Baronne sur les stations. Et en 1965 avait déjà commencé l'avant-projet général Grande Motte et le cas de Barcarès. Et quand je suis venu en stage, le service des aménagements communaux de la compagnie du Baronne, elle avait plusieurs services. Il existait ce service des aménagements communaux et les aspects paysagers propres à la compagnie du Baronne étaient soutenus par Élie Moret. Par exemple, Philippe Lamour, un personnage assez extraordinaire, qui lui aussi avait le verbe, comme je mets Jean Balladur presque au même niveau. Philippe Lamour avait une formation d'avocat et Jean Lecouteur, lui, a une formation littéraire. Et tous les deux avaient la capacité de donner envie de faire les choses. Et c'est assez extraordinaire. Alors, dans l'équipe de la compagnie du Baron, il y avait plusieurs services, dont les services hydrauliques, les études de sol, les conseils agriculture, proprement agricoles et tout, mais aussi un service forestier et les études de paysage ont été cherchées. Ils ont eu des projets propres. Ils avaient le souci d'intégrer les ouvrages du canal. Il y a eu des plantations aux abords des stations de relevage, aux abords de la station de l'usine, le long du canal, les traversées. Ils avaient déjà de ce souci. Et Philippe Lamour a dit on œuvre sur le développement agricole du Languedoc-Roussillon, mais on ne s'occupe pas beaucoup de l'arrière-pays. Et on va aussi s'occuper de l'arrière-pays en développant des projets agro-silvopastoraux pour soutenir la moyenne montagne, parce qu'en moyenne montagne, l'ONF n'était pas tellement investi, c'était pas rentable comme dans le Jura ou dans les Vosges. Donc il y avait une échelle qui était un maillon de moyenne montagne qui était abandonné. Donc il y a eu un budget de financement, donc il y avait un service forestier qui faisait ses études de développement agro-silvopastoraux. J'en viens là parce que quand il y a eu à travailler sur le début des nouvelles stations, il nous a fallu travailler avec certaines méthodes et certains végétaux. Ça, on va venir après. Donc, je suis arrivé dans ce contexte de travail préliminaire. Donc, Élie Moret, qui était chargé des aménagements communaux, était un peu surbooké. Et si bien que d'entrée, en tant que stagiaire, j'avais la charge d'aller aux réunions de coordination, de discuter avec les sociétés en réunion de coordination. Il y avait donc l'architecte d'opération à la Grande Motte, il y avait Jean Balladur, et puis Ginès qui était descendu. Et j'assumais sur le Gruissant, le 4, c'était notre type d'architecte. Gruissant, c'était Gomis. Il fallait aller aux réunions de coordination, puis avancer sur les avant-projets généraux et les monter. Donc, j'étais tout de suite dans le bain. Et donc, pendant 6 mois. Et après, 2 mois chez Jean Balladur rue du Prutrin, juste avant de faire mon diplôme en 1966 et faire le service. Juste au passage, là, le panoramique que vous voyez à l'écran, Pierre commençait déjà à prendre des photos. Je viens de l'apprendre récemment. Et donc ça, c'est issu de ses carnets de reportage. Dans la mission Racine, il y a eu les forestiers ont travaillé à mettre en place des boisements, et notamment à la Gardiole. Donc ça, c'est une photo que vous avez prise en 1900... Là, c'est 65. C'est 65. Hein. Alors, voilà. Pour expliquer l'aspect et l'impact sur le paysage de la mission Racine, le paysage dans le Roussillon. La mission Racine avait donné des lettres, des feuilles de route, disons, aux sociétés d'aménagement et aux architectes, diversifier le type d'accueil dans les stations
c'est-à-dire en collectif, village vacances, camping, etc. Et surtout laisser le littoral libre et public, et puis faire des plantations. Parce que on avait, je reviens sur le phénomène de nouvelle station, nouvelle ville, et l'idée c'était la nouvelle Floride, la nouvelle Côte d'Azur, et il y avait une réaction, on bétonise trop, on privatise l'accès à la mer et tout, et le cadre du Languedoc-Roussillon, c'est bon, c'est plat, il n'y a pas beaucoup de végétation, et le Languedoc-Roussillon est brûlé. À Paris, vu de Paris, c'était les incendies de Narbonne et de Béziers et de Nîmes. On a en mémoire un pays dévasté. Donc, Pierre Racine a dit, on va mener une action forte en point de vue des espaces verts. Donc, il y aura un financement, une aide aux sociétés d'aménagement. On va aider à 50% tous les investissements pour les espaces verts. On va prendre un contrat de culture avec l'ONF et la Compagnie du Baronne pour fournir des jeunes plants aux habitants des communes du littoral. Et on va faire des boisements forestiers en plein. Donc il y a eu une politique d'investissement énorme du point de vue d'une action sur le paysage. Et la photo qu'on vient de voir, c'est le boisement de la Gardiole, le massif de la Gardiole entre Montpellier et Sète qui fait 500 hectares. Et donc nous on les a vus, on a mis des plans forestiers, ça démarrait à 15 cm. Et ça déterminé ou ça a invité les gens à faire un effort et s'occuper du cadre végétal. Et au point de vue du fonctionnement des études et de l'avancement des travaux, ces investissements pour les espaces verts et la foresterie et le reboisement étaient gérés par un service spécialisé de l'ONF qui, eux, avaient le contrôle des dépenses. Donc, la Compagnie du Baronne, on faisait les esquisses, avant-projet, projet, dossier d'appel d'offres et le service spécialisé, le SRAF, où il y avait il y a eu Ringlet, mais surtout Michel Germont, qui est un ingénieur horticole, il était une promotion juste avant la mienne. Eux, c'était, disons, les techniciens et les financiers. Ils surveillaient les travaux, la réalisation des travaux conformément au projet qu'on faisait, les dépenses et l'avancement et la réception de travaux qui étaient remis aux sociétés d'aménagement qui, eux, après, le remettaient aux communes. Des études préliminaires ont été réalisées. Là, on voit les études de sol. Alors, ce qui est quand même à noter, c'est que c'est la première fois qu'on a des paysagistes dans les aménagements dès les avant-projets. Et donc, il y a eu des études extrêmement poussées réalisées, et notamment sur les sols. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Avec M. Moret, Elie Moret, tout de suite j'ai été mis dans le bain, on était confrontés et pour établir l'avant-projet généraux, et c'était similaire à la Grande Motte, qu'à Gruissan-le-4, Barcarès, un petit point exceptionnel au Cap d'Agde. Il nous faut faire, au fond, on a fait d'écologie végétale appliquée. Parce qu'on allait à faire réaliser vraiment à très grande échelle des investissements en espace vert. On n'était pas fiers à l'époque, il ne fallait pas se rater. Et on tombait dans des conditions extrêmes. Il fallait le comprendre, les conditions dans lesquelles on a utilisé et installé ces végétaux. Donc on a étudié les sols. Et en général, donc notamment à la Grande Motte, on est sur le Lido. Et le Lido, comme Venise, c'est pour ça que ça s'appelle le Lido, c'est un mouvement géomorphologique, c'est des atterrissements maritimes, sablonneux, qui viennent sur des atterrissements terrestres, qui ont, disons, engorgé progressivement l'étang de l'Or, l'étang de Moguio, l'étang
l'étang de Thau, l'étang de Leucate, Barge-Barcarès, qui étaient des bras de mer qui se sont trouvés enfermés par ce cordon littoral. Exemple, à Grande-Motte, on a donc un couvert, un banc de sable qui est perché sur un banc d'alluvions argilo-calcaires qui s'enferme, ce qui fait que derrière la Grande-Motte, aussitôt, on a les marais, on a les Sansouires. Et sur la Grande-Motte, on se trouve avec un petit cordon dunaire, avec une dépression derrière qui sont des terrains bas où l'eau reste en hiver, les Sansouires, et c'est tellement plat à la Grande-Motte qu'on parle en centimètres. Hein. Et à quelques centimètres près, on a un type de végétation déjà gradué dans les Sansouires. Sur les dunes, on a des végétaux spécifiquement des dunes, l'Oya, le critmum, les artémis des sables, la blanquette qui vient, le tamaris. Mais dès qu'on est dans la dépression, dès qu'il y a trop de sel, le sel c'est le poison, rien ne pousse. Sauf avec un certain taux de sel, on a les crucianelles, les saladelles, les salicornes, et qui supportent des immergés. Et dès qu'il y a une bosse, hop, une végétation un peu plus riche s'installe. Puis, en ce qui concerne la Grande-Motte était un peu un bout de la Camargue, et la Camargue est un lieu qui a été complètement transformé par l'homme, parce qu'on a gagné des terres agricoles en faisant des fossés qui amènent de l'eau douce et des fossés qui évacuent l'eau douce, l'eau salée. Il fallait se battre contre le sel. Heureusement, à la Grande-Motte, la majorité des matériaux étaient des matériaux d'alluvions maritimes, sablonneux, où l'eau et l'air circulent. Hélas aussi les éléments organiques, donc c'était très maigre, mais au moins le poison pour nous partait. Voilà. Et là où c'était, on voit des terrains bas, l'explication sur le phénomène dunaire, où dès qu'il y a une dune, des végétaux arborescents peuvent s'installer. Si bien qu'en Camargue, on voit, juste à côté au Boucanet, quand on voit le bois du Boucanet, on a l'impression que c'est vraiment un bois dense, mais vue aérienne, les pins sont sur des îlots à chaque fois qu'ils sont dans des bosses dès qu'on est hors d'eau permanente en hiver. La pigne, elle peut germer et se développer, alors que 10 cm, 1 mètre ou 1,50 m à côté, c'est trop bas, ça germe et ça pourrit l'hiver d'après. Ça, c'est quand on a observé les végétaux à conseiller. Ah oui, je reviens sur la mission Racine. Elie Marais avait développé avec l'ALR, ils avaient, comme c'était délicat d'introduire la végétation en Languedoc-Roussillon, il avait fait un carnet de recommandations d'utilisation des végétaux et de choix des végétaux. Donc, on avait défini une palette végétale, non pas spécifiquement à Grande-Motte, mais au fond pour le Languedoc-Roussillon. Et donc, on avait analysé les sols, mais aussi le climat, la qualité des sols et le climat. Là, en fait, c'est un exemple du cahier de l'étude du climat. Oui, alors donc, voilà. Au point de vue du climat, c'est parce que c'est un facteur déterminant aussi, il faut faire attention. Et on a vu que c'est le Languedoc-Roussillon, très chaud en été, et très ouvert au vent. Le vent dominant, c'est la tramontane, nord-ouest. Ensuite vient le nord-est, donc le nord-ouest doux, humide, le nord-est froid et sec, et le sud-est vraiment mouillé, c'est le marin. C'est lui qui nous amène de l'eau, mais qui nous amène le sel. Donc on a défini une palette végétale à cause des sols et à cause de ce climat, pour amener les gens à utiliser, et nous utilisons ces végétaux les plus robustes pour être sûrs de la réussite de son développement, ne pas avoir des espaces verts qui sont trop précieux, difficiles, délicats, qu'il faut remplacer sans arrêt. Et à chaque coup de tabac, soit du vent salé, soit la période de sécheresse. Mais là apparaît un hiatus entre ce que nous, on préconise, on aime bien, et la réaction a été immédiate, comme la presse et les photographes sur commande, on a
c'est la Nouvelle-Floride, c'est la Nouvelle-Californie, donc ce sont les mimosas, des bellambras, des palmiers, des dracénas, des yuccas. Et là, à la compagnie du Baron, la réflexion, j'étais un peu dans le bain, j'arrivais, mais donc les échanges étaient avec Élie Moret et avec M. Tanton, ingénieur forestier, et M. Maté. Eux, ils avaient la mémoire. Moi, j'avais vécu, mais je ne m'en rendais pas compte. Il faut se rappeler que en 1956, toute l'oliveraie du Languedoc-Roussillon a disparu. En 1956, il s'est fait que décembre 1955 et janvier 1956, très doux. Et février 1956, pendant un mois, il a gelé avec un Mistral d'enfer. On pouvait passer de Moguio au Grand Travers, à la Grande Motte aujourd'hui, à pied sur la glace. Dans les villes, partout, c'était un désastre, c'était gelé, tout était gelé, tout a péri. La vigne a péri aussi à peu près 30%. Donc, on avait cette mémoire. On ne pouvait pas donc engager et faire des travaux et planter des palmiers, répondre à la demande, parce que déjà, en 66, 65-66, on avait oublié 56. Hein. Enfin, les gens dans la presse, dans les idées reçues. Et nous, on disait, attention. Alors, Jean Balladur, lui, l'a admis, il a compris, il était d'accord. Dans la palette végétale, on avait défini les types de végétaux. C'est pour ça qu'il y aura une cartographie. On va en reparler. Où on parle des végétaux de première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. C'est-à-dire, en fonction de l'exposition aux embruns, on a des végétaux qui peuvent, c'est pas qu'ils aiment le sel, mais qui résistent au sel et qui repartent au sel, qui sont des fantassins vis-à-vis du sud-est. Et ça, c'est le facteur limitant le plus important, le plus fréquent, le plus sûr. Le facteur limitant du gel, il est très aléatoire et c'est là où on a le plus de mal. C'est pour ça que Jean Balladur, lui, il accepte qu'on ne mette pas trop de végétaux exotiques. On a dit les végétaux exotiques sont en accent, c'est comme un bijou sur un beau costume, autant que le costume soit bien dressé et costaud, et on peut mettre des bijoux au bon endroit, près de la mairie, près du palais de Congrès et tout. Mais dans d'autres sociétés, avec d'autres architectes, ça passait moins bien. Jean Le Couteur, il dit « Mais moi, je reviens des Seychelles, il y a des grands palmiers qui ont les pieds dans la mer. » Et je dis « Oui, mais c'est les cocos. Ils sont faits pour vivre là-bas. Il y a toujours 28 degrés, il y a toujours 80% d'humidité. Et même la graine de cocos, il faut qu'elle tombe dans la mer et qu'elle revienne, c'est là qu'elle va germer. Et il ne va pas geler. Et nous, on met un cocos, il ne passe pas le premier hiver. » C'est pas bien passé. Mais le directeur, le chargé d'opération de la CEBLI au Cap d'Agde, lui, ça ne passait pas. Il dit pilez. Excusez-moi, hein, c'est lui qui s'exprime comme ça. Pilez, faites chier. Les Suisses, les Hollandais et les Allemands, ils ne viennent pas là pour voir des tamaris et des platanes. Je veux des palmiers. Alors, en ce qui concerne Cap d'Agde, j'ai compris que c'était les palmiers et moi. Et plus de pilets, mais les palmiers au Cap d'Agde. Donc, on a mis des palmiers, il y en avait partout sur le port, sur le parking, il y en avait partout. Et 85-86, ça a fait mal. Mais il n'est pas le seul. Parce que Fraîche à Montpellier, à un moment, c'est la même chose. Et c'est Marchand, je crois, c'était à 7, où on avait fait un projet où j'avais prévu des tamaris et des platanes et du mûrier feuille platane première ligne. Et quand il a vu le projet du nouveau quartier des Quilles, mais c'est ridicule, ça ressemble à rien. Je veux des palmiers. On a eu des palmiers. Et on est obligé d'y passer. Et 86, c'était ressuyé. Et dans l'hiver de 85-86, il y a eu de la neige sur Cap d'Agde jusqu'à 7 sur le littoral. C'était magnifique. Mais les végétaux, ils n'ont pas aimé. Alors on a recommencé à zéro. Là, au Cap d'Agde, ils n'ont pas de commentaires, ils n'ont rien dit. Ils ont remis, hein. Mais on continue. Aujourd'hui, l'argument, beaucoup de choses évoluent. Il est moins valable.
Enfin, moi, c'est un désespoir de voir cette évolution, parce que les étés sont de plus en plus difficiles, mais on n'est pas à l'abri d'un coup de barrière comme celui de 56, malgré les grosses chaleurs de l'été. Donc, je continue à dire qu'il faut être prudent dans la palette végétale. Donc, effectivement, il y a un appel à la méfiance. Là, nous sommes en 1965, à votre arrivée. Puis, vous repartez, en fait, après votre stage, faire votre diplôme. Donc, vous repartez à l'École nationale supérieure du paysage. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le département des archives de l'école parce qu'ils nous ont envoyé des documents concernant Pierre et notamment son mémoire. Là, parce qu'aussi, vous êtes dans cette période-là, à l'école, il y a énormément de changements. C'est-à-dire que... étant donné que nous avons des missions interministérielles, la question du changement d'échelle va être extrêmement importante à l'école. Est-ce que vous pouvez, d'ailleurs, en voyant cette photo, est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose? Oui, parce que c'est vous qui là, on a tout à gauche un professeur qui est assis, c'est Jacques Sgard, voilà, paysagiste, et debout, en haut, Bernard Lassus, professeur de coloriste. Et puis, en dessous, c'est Pierre d'Auvergne, paysagiste. On a fait l'école ensemble, l'école de la ville de Paris aussi ensemble. Et il a fini directeur des services de l'environnement du Val-de-Marne. Et donc on était là-bas, sur le haut des boucles de l'Oise, et là c'était déjà à une certaine échelle, et là aussi, toujours en quête photo, etc. Et les photos, bon ça c'est incident, on avait passé la journée, fait un pique-nique, et on se reposait après le pique-nique pour la visite du terrain des boucles de l'Oise et du Val de Cergy-Pontoise. Là c'était la valorisation d'anciennes sablières, qui est un sujet assez intéressant. Peut-être que vous pouvez nous expliquer en fait comment ça se passait au niveau des études. Je suis pas j'ai pas la plume facile, et déjà à l'école ça ressentait. Donc j'ai fait l'école professionnelle, j'ai appris à travailler le bois et le fer, qui est déjà une école de patience. Mais déjà, ce qui est fort, on apprend à dessiner la pièce. On la voit en plan, on la voit en coupe en travers, on la voit en axonométrie. On apprend à travailler le bois. C'est déjà la pièce qu'on a imaginée, on l'a fait assez vite. Mais quand on apprend à travailler le fer, c'est déjà un petit peu plus long pour voir. Mais le résultat de la pensée et du travail est assez immédiat. Et au collège, j'avais un ami de mon frère qui faisait l'école Boulle. J'étais fasciné par son travail de dessin et de conception. J'ai dit, je vais faire l'école Boulle. Donc à partir de là, j'ai travaillé le dessin personnellement à fond, à l'école Montparnasse du soir, le vendredi soir, de 8 à 10. C'est là où j'ai entraîné Pierre d'Auvergne aussi, pour préparer le concours de l'école Boulle. Et le professeur principal au collège Montparnasse, il demande, toi tu t'es inscrit là, je dis ouais, moi je me suis inscrit à l'école Boulle, oui mais c'est tout, et fait non en deuxième temps à l'école motorise diesel, au cas où, pour pas tomber là, et l'école d'horticulture de la ville de Paris. Et là c'était la rigolade dans la classe, il va cultiver les poireaux et tout ça. Reçu 4e à l'école Boulle, je suis allé 2 fois voir les résultats parce que ça m'arrivait pas d'être comme ça. Admissible à Dubreuil et je pense 24e au motorise diesel. Et mes parents, ils ont dit, il faut faire Dubreuil, il faut faire l'école d'horticulture dans la ville de Paris et tout. Aïe. Et elle dit, oui, c'est mieux pour toi, tu seras en plein air. J'étais pas d'une très bonne santé.
Alors j'ai pensé à l'art des jardins. J'ai dit, j'y vais, mais ça sera pour faire l'art des jardins, pour faire les jardins et tout. Donc, on a préparé tout, parce que j'étais reçu, et c'est là où j'ai rencontré Pierre Dauvergne. On a fait l'école d'horticulture ensemble, et on marnait pour l'étude de l'art des jardins et le dessin, et tous les deux on allait au cours du soir. On a continué les cours du soir à Montparnasse, que j'ai fait découvrir. Et c'est là où on a fait nos 3 ans à l'école d'horticulture de la ville de Paris, et on a postulé, et Versailles commençait à s'ouvrir aux élèves extérieurs, parce que c'était une spécialisation des ingénieurs horticoles. Et il commençait à s'ouvrir, sur recommandation de notre directeur de l'école d'horticulture de Dubreuil. Ils nous ont admis comme candidats, on a fait la candidature. Là aussi, il était rattrapé par les cheveux pour pouvoir entrer à Versailles. Mais à Versailles, point de vue dessin, Pierre et moi, par rapport aux ingénieurs horti, on était à l'aise. Ça faisait 3 ans qu'on faisait du dessin, des croquis, des plâtres, des nus, et de conception. L'ingénieur horti, il était ingénieur horti, il venait dans cette spécialisation, c'est un monde très différent. Donc, et aussi, point de vue connaissance des végétaux. La collection de végétaux, la reconnaissance des végétaux à Dubreuil était... C'était un paradis côté de Versailles, et c'était des bons mathématiciens, des bons botanistes, mais disons que la collection de végétaux qu'ils avaient elle était faible. Donc là, on avait 2 points qui ont permis d'accrocher, et on a fait donc les études ensemble. Voilà comment c'est venu, comment je suis venu au paysage, et comment je suis venu à l'horticulture. Et donc, je parlais d'une école de patience en horticulture par rapport à ceux qui travaillent le fer et le bois, c'est que j'ai découvert qu'un radis, ça se semait, mais ça ne se repiquait pas. Qu'un poireau, on le semait, mais on allait le repiquer. Que pour faire une endive, il nous faut 2 ans pour anticiper. C'est phénoménal, il faut être patient. Mais l'école de patience, elle vient encore après. Quand on fait du paysage, quand on fait des travaux, on imagine, on fait des beaux plans, des perspectives, des croquis d'ambiance et tout. L'architecte, lui, il fait des croquis d'ambiance, des détails d'architecture. Il fait son chantier. À la réception, c'est ce qu'il a rêvé, c'est ce que le client a rêvé. Et nous, à la réception, il faut baisser les yeux pour voir ce qui se passe. Le client est déçu, l'investisseur est déçu. Il faut dire que nous, on est inquiets, un peu déçus aussi. Et il faut de la patience. C'est par exemple... un jour, c'est une anecdote avec des relations avec Jean Balladur. Quand j'imaginais assez droit, lui, il imaginait un peu courbe. Quand j'imaginais un peu courbe, il voulait quelque chose de droit. Alors je venais avec 2 esquisses. Une, quand j'avais envie que ça soit souple, je présentais la première qui est toute droite. Et j'attendais la réaction. Mais non, Pierre, non, jamais. On s'est toujours vous voyez, et il m'a toujours appelé Pilet. Mais Pilet, non. Alors, sur l'allée Cavalière, il y avait une antenne, celle qu'on a fait après l'allée Cavalière, qui va du cœur de la ville, de la mairie, vers l'étang du Ponant. Il y avait une allée, elle faisait le prospect pas très large et 500 mètres de long. J'ai dit là, à pied, c'est un peu décevant. Donc j'ai imaginé qu'on passait d'une placette à l'autre, qu'on découvrait 1, 2, 3, puis à la fin on découvre l'étang du Ponant. Et une autre où on va tout droit. J'imaginais que je pressentais qu'il préférait ça, mais avec des platanes. L'argument c'était qu'on était dans un prospect pas très large, pour qu'on ait l'ombre fraîche en été et la lumière en hiver. Alors je montre ma première esquisse avec les placettes et tout. Et je dis non, ça va pas, ça serait mieux d'aller tout droit. Oui, j'ai ça. Mais c'est ça qu'il faut faire pour aller tout droit de la passerelle voie 106 au Ponant. Mais vous mettez les platanes, je veux des pins. Mais je dis, moi je vous préconise le platane pour l'argument, on va avoir de la lumière en hiver et de l'ombre fraîche en été. Va pour les platanes.
Et 2 ans après, on fait les travaux, on met les jeunes plants, et il arrive, pilé. Mais qu'est-ce que vous m'avez mis cet alignement de machin balai qui va au ponant là-bas? Je dis, mais monsieur Balladur, il faut patienter. Ça va se développer, ça va venir. Mais c'est une réaction qui était souvent ça. C'est bien que dans les grands travaux de plantation qu'on avait fait, sur la voie primaire, etc., et tout, pour la SADH, et pour les élus, pour la mairie, quand on mettait 10 pins, on en mettait 8 de 40, 60, 60, 80, et 2 de 2,20 m, 2,50 m. Alors on avait l'impression qu'il se passait quelque chose. Mais en 6 ans, les petits avaient rattrapé les grands. Hein. Alors là, elle nous montre l'illustration du diplôme. Alors, on n'a pas c'est le diplôme, il y avait un concours en loge esquisse, puis quand l'esquisse est validée par le premier jury, on a 1 an pour présenter le projet complet, disons le plan masse, le plan de détail, les modelés de sol, le réseau hydraulique, l'assainissement, les végétaux et tout, comme si on allait faire vraiment un dossier d'appel d'offres. Alors, j'ai fait une maquette et j'ai photographié la maquette. Je n'ai pas présenté la maquette, j'ai présenté des photos de la maquette en complément du dossier plan. Donc c'est un détail, un croquis d'ambiance du théâtre de plein air et des photos de la maquette pour montrer le mouvement de sol et les volumes végétaux arborescents. Le sujet de concours, c'était un parc urbain au pied du Mont Valérien. C'est vrai que dans le contexte dans lequel vous allez étudier, vu que l'école de paysage aussi traverse une grande période, c'est-à-dire qu'on va quitter la question des jardins pour aller vers des questions un peu plus grand territoire. Mais quand on s'est rencontrés, Pierre, je vous ai posé la question de savoir quelle était, parce que j'étais assez surprise, parce que je me suis dit, quand même, on est étudiant, on sort de l'école et on est en charge de faire un parc urbain à l'échelle d'une ville. Et donc, je vous ai posé la question, quels étaient les parcs qui avaient nourri, en fait, la pensée, quelle était de Pierre pour la Grande Motte. Et là, vous m'avez répondu 2 parcs, les buttes Chaumont et le jardin exotique de Monaco. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces choix? Pourquoi ces parcs-là vous ont énormément marqué? Oui, c'est pour une sensibilisation personnelle. J'aime bien toutes les formes de conception de parcs, le parc classique, etc. Et aussi tous les végétaux, pas de préjugés, c'est l'emploi et le bon emploi qui compte. Mais donc j'étais assez sensible sur les buttes Chaumont parce que c'est un parc paysager, un peu à l'anglaise, un peu inspiré des jardins de Kant. Et c'était la valorisation d'un espace mort. C'était des anciennes carrières. Et ça, pour moi, c'est magistral. Transformer une carrière en un lieu paradisiaque. Et je lui ai parlé du jardin exotique de Monaco, parce que là aussi, c'est une friche, c'est une zone, c'est un talus SNCF. Quand ils ont fait la ligne de chemin de fer derrière Monaco, on s'est retrouvé avec des grands talus, et ils ont réussi à faire un parc exotique et un jardin de collection de cactus phénoménal dans un endroit, disons, un délaissé industriel. Donc, il y a des friches industrielles ou des friches de carrière ou des friches de sablières sont des lieux de potentiel formidable. Ça rejoint un peu ma phobie de recyclage et de valorisation. Des choses qui sont des fois jetées ou inutiles. Donc à la sortie de ces études, il vous est proposé de revenir à la Grande Motte en 1968. Oui, j'ai 65-66 le diplôme. Oui. Juste après le diplôme, l'armée. C'est là, à l'armée, que Elie Moret me demande si je veux revenir. À l'époque, vous pouvez se permettre ça.
comme j'avais fait un stage chez lui 6 mois et 2 mois chez Balladur, la bride sur le coup, j'ai dit je voudrais bien savoir comment ça se passe dans un vrai bureau d'études. Il a fallu que je me débrouille tout seul, j'étais assez inquiet. Alors j'ai dit oui, je vais venir, mais l'année prochaine, je vais faire 1 an chez Saint-Maurice, qui était un des professeurs de Versailles. Et donc j'ai fait 1 an chez Saint-Maurice, et avril 68, juste avant la guerre de mai 68, n'est-ce pas, je suis descendu à Montpellier, je suis arrivé à Montpellier, à l'agence de la Compagnie du Baronne, qui était quartier Stanov, au nord-ouest de Montpellier. Là où il y avait les études d'aménagement communaux, les services des études forestières. C'est là où j'étais en contact avec les forestiers, les autres architectes qui travaillaient avec Elie Moret, qui étaient Grimaldi, Nespola, qui eux travaillaient. À l'époque, il y avait les GEP, les groupes d'études et de programmation, c'était la DDE qui était chargée des études de voirie, de développement et d'urbanisme pour les communes. Mais avec la décentralisation, tout ça, petit à petit, ça a disparu. Et Philippe Lamour avait aussi réussi à dégoter, à mettre en place une ligne budgétaire pour faire des études d'urbanisme pour les communes, pour Morin, Saint-Gilles, partout où le canal passait, n'est-ce pas? Huchot, sur le plateau de Garon, ils faisaient les plans, les conseils d'urbanisme pour les communes. Donc, il y avait cette réflexion-là. Donc là aussi, le problème de climat, de fonctionnalité et tout. Et l'évolution sur le plateau de Garon, le suivi de l'évolution de l'agriculture et de la population et du développement. Donc là, je me suis retrouvé dans cette ambiance, dans ce milieu. Donc vous allez travailler aux côtés de Jean Balladur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle était la volonté, le projet de Jean Balladur? Est-ce que... Oui, alors Jean Balladur était un personnage extraordinaire. Et par rapport à toutes les autres stations où j'ai travaillé, Crussant, Carnon, Le Cat, Barcarès, lui, il était architecte-chef d'équipe, mais il créait une ambiance. Et il était là tous les vendredis matins pour voir l'avancement des zones du nouveau secteur qu'on a étudié, le détail. Il s'occupait de tout. Il y avait une coordination. Il faut dire que les travaux étaient suivis. Ça, on retourne en arrière pour expliquer comment ça se passe. La mission Racine a eu l'astuce de faire créer des sociétés d'aménagement et de développement dans chaque département. Et pour la Grande Motte, elle dépendait de la société d'aménagement du département de l'Hérault. Et le président était le président du conseil régional. À l'époque, ils n'avaient pas encore tout le pouvoir qu'a le président du conseil général aujourd'hui. Mais ça commençait. Mais donc il avait assis politiquement le développement du touristique du Languedoc-Roussillon en créant ces sociétés d'aménagement. Donc il y avait le représentant de la société d'aménagement. Mais toutes ces dépenses, comme tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait le SRAF qui surveillait les dépenses pour les forêts, globalement toutes les dépenses étaient gérées par la SET, la Société centrale pour l'équipement du territoire, qui suivait les sociétés d'économie mixte, point de vue du budget, investissement, dépenses et règlements aux entreprises. Alors là, le vendredi, il y avait les réunions des techniciens, donc il y avait Balladur et Ginès qui sont au premier adjoint. Après, il y a eu 2 ils étaient tous les 3, tous les vendredis. Ensuite, les représentants du bureau d'études des sols, de la DDE, du SMNLR pour le creusement du port, et le directeur des services techniques après de la Grande Motte, parce que c'était Moguio, Grande Motte c'était Moguio, dépendait de la commune de Moguio. C'est en 1976 que la Grande Motte s'est réalisée en tant que commune, vraiment, et qui a mis en place une vie sociale. C'est ça qui est important. La Grande Motte, il s'est créé un noyau, une vie sociale, ce qui ne s'est pas trop produit sur les autres stations. C'est vraiment sur la Grande Motte, ça s'est développé. Là, il y a une idée de développer un parc paysager à l'échelle d'une ville.
Et vous allez défendre cet aspect de parc paysager à l'échelle d'une ville. C'est pour vous un parc ville, et vous allez travailler à développer cette particularité-là, parce que c'est très peu connu, mais c'est une particularité de ce type de ce patrimoine-là, qui est qu'on va avoir une trame végétale qui va être sur l'entièreté de la ville. La Grande Motte fait 380 hectares, la couverture végétale représente un tiers de la ville, qui est 110 hectares. Peut-être que vous pouvez nous donner une définition du parc paysager, comment vous l'entendez ? Dans l'idée de Jean Baladeux, ce qui a amené à ce grand plan d'urbanisme, le plan de la ville, et disons globalement, c'est surtout une réussite d'urbanisme. Et dans son idée, on a là, en vraie grandeur, on va faire une ville nouvelle de loisirs au bord de la mer. On a la mer, grandeur nature. On a le soleil, assuré, grandeur nature. Mais le cadre naturel est ingrat comparé à celui de Grissan, déjà, ou Cap d'Agde, ou Mougins, ou Antibes, ou Cassis, ou Aiguebelle. Il y a tout de suite, derrière Borne-Mimosa, il y a le relief et la végétation, il y a des criques. C'est autre chose. Alors il dit, le troisième élément fort, ce seront les espaces verts. Et donc, dans son plan d'urbanisme, effectivement, comme tu le soulignais, il a réussi à ce que, au fond, on remarque qu'il y a 110 hectares d'espaces verts publics, cheminant piétons, pour une ville de 380 hectares. C'est énorme. Et ça faisait s'étouffer un peu l'aménageur, qui disait, moi j'aménage 1 hectare, je vais vendre 1 hectare. Alors, il a dit, écoutez, vous n'allez pas vendre des hectares construits, vous allez vendre des mètres carrés constructibles. Et on va densifier sur le port, n'importe comment, ce qui va alléger la charge foncière sur les zones qui sont moins denses. Et ce qui fait qu'on a là, maintenant, dans sa réflexion, dans sa hiérarchie des espaces, il y a une idée maîtresse qui est importante. La Grande Motte est un élément du chapelet des stations touristiques du littoral, desservie par une voie primaire, la voie littorale, et on vient de la voie littorale qui est très en arrière de la plage, et on va vers le port. Et ce qui est important dans le plan d'urbanisme, c'est la hiérarchie des espaces. On a une voie primaire, des voies secondaires qui vont vers les villas, vers les quartiers denses du port, et ensuite des voies tertiaires qui vont desservir les placettes, qui vont desservir les quartiers. Et cette hiérarchie de voirie est soulignée par les prospects et la hiérarchie des plantations. Et par exemple, dans le premier plan masse, on voit du nord vers le sud, on rentre dans le grand carrefour échangeur. Il a dit, il nous faut donner l'impression qu'on a taillé dans la forêt pour mettre ces nouvelles routes. Et alors donc ça a déterminé des espaces profonds, irréguliers, et qui sont la voie primaire. Il y avait une route en front de mer qui a disparu. Ensuite on va vers le quartier, et là c'est la hiérarchie d'espaces, c'est ces espaces verts qui accompagnent cette trame routière ou de circulation desservie, devient une trame, un élément fort, devient une trame végétale aussi. C'est en plus des zones qui sont les parcs proprement dit. Dans la première tranche, à droite, c'est la Grande Motte du Levant, où c'est organisé très rigoureux, au carré, les pyramides régulières. Okay. Et à gauche, c'est la Grande Motte du Couchant. Là aussi, il avait développé une symbolique. Pour lui, la Grande Motte du Levant est un élément fort, l'élément mâle. Et à gauche, tout dans les courbes, la Grande Motte du Couchant, l'élément féminin. Ce qui explique sa fameuse grande pyramide centrale, qui est le mariage des deux éléments. Mais globalement, ce plan d'urbanisme
qui fait qu'il y a cette respiration. En plus de la trame de circulation automobile, il y a une trame de circulation piétonne partout, publique, aménagée et entretenue. On peut partir des villas, aller jusque le front de mer, en ayant à franchir la voie primaire et les petites routes. Elle a réussi à faire financer 6 passerelles qui reçoit les piétons de la zone des villas et des campings pour franchir la double voie qui est la voie primaire. Et on arrive sur le front de mer. Le front de mer qui était grévé par la route départementale 65 qui a disparu. Maintenant, c'est un cheminement piéton qui est dessus. Et juste en arrière des dunes. On aura une explication sur les dunes. Donc, tout le front de mer, il est public, aménagé, entretenu, éclairé. Ce qui répond à une idée reçue, préconçue, c'est là où la presse, n'est-ce pas? C'est vrai que quand on arrivait en 68, 70, même 72, c'était un univers de béton et de bêtises. C'est vrai que la végétation n'avait pas encore pu prendre corps. C'est là où il faut être patient. Alors c'est bien que maintenant, aujourd'hui, et on peut dire que c'est une réussite d'urbanisme dans ce sens que, au fond, c'est Caroline Fulesco qui a écrit sur les villes nouvelles, qui a dit la Grande Motte, c'est un exemple d'urbanisme végétal. On a des ambiances, il y a tellement de diversification de types d'espaces et d'endroits que c'est toujours un peu nouveau. Il y a des ambiances extrêmement différentes entre le quartier du Ponant, le quartier du Couchant, le front de mer et le Tour du Port. Le Tour du Port, c'est la vie dense, intense, le commerce, la musique. Et vous allez au bord du Ponant, même le 15 août, c'est calme, c'est reposant, c'est le plan d'eau. Et vous allez dans les villas. Dans les villas, il y a des prospects, des variations. C'est organisé en placettes. Ce n'est pas les villas en ringuettes. C'est organisé en placettes pour couper la vitesse. Oui, et ce qui va d'ailleurs définir une coupe de principe, c'est-à-dire que c'est là où on va voir que l'architecture va rencontrer la couverture végétale, c'est-à-dire que vous avez en première ligne, là vous pouvez peut-être expliquer. On avait donc établi une palette végétale. La palette végétale, c'est-à-dire le choix des végétaux, un listing de végétaux qu'on allait utiliser en fonction des facteurs limitants qu'est le vent salé. Voilà. Donc on a, en première ligne, au front de mer, on n'a que des végétaux qui sont capables de résister et de revenir après le sel. Parce que, par exemple, Jean, il voulait qu'on ait des pins jusque sur le front de mer. Et on a dit, non, au front de mer, les pins, ils vont être cuits. Et encore, parce que ce qui se passe, on a le vent salé, le vent marin, il peut souffler pendant 2 ou 3 jours et pleuvoir un peu derrière. Et ils vont être complètement brûlés. Et le tamaris, lui, il est capable de résister à ça. Il n'aime pas, mais il va se récupérer très facilement. L'olivier de Bohême aussi. Et les blanquettes aussi. C'est pour ça que dès qu'on est à l'abri, alors là, ça se développe normalement. Et plus on s'éloigne, plus on peut avoir des végétaux qui sont sensibles au sel, mais qui vont donc résister parce qu'ils sont à l'abri du bâti. Donc, tous les espaces verts se sont développés progressivement. N'importe quoi, on suivait le programme de réalisation des espaces tertiaires et des espaces de proximité, juste au moment où, en même temps que le programme de construction. C'était, disons, un peu simultané, tranche par tranche. C'est d'ailleurs pour ça que Jean Balladur décide de densifier aussi près du port et d'installer les immeubles en quinconce, parce que comme ça permettait de ralentir les vents. Le sel se dépose en façade et permet à la couverture de se développer progressivement en arrière-plan des bâtiments. C'est pour ça aussi que c'est une dimension où on voit que vraiment l'urbanisme, l'architecture et la couverture végétale sont complètement liés et sont totalement liés les uns aux autres. Comme Pierre disait, le déplacement, vous allez créer aussi des ambiances
en fonction des déplacements, en fonction des différentes voies. Là, on voit un croquis, une coupe de principe que vous avez réalisée pour l'allée Cavalière qui va se situer vers la promenade des Vents au niveau du point zéro. Alors là, c'est une esquisse quand j'étais venu en stage et qui montrait une coupe à travers de principe de l'allée Cavalière. Si on revient au plan général, oui, au millième, là. L'allée, dans le Levant, c'était pas le principe, des fois, on a un parc de quartier qui est à proximité du groupe d'habitation plus important. Et là, c'est un parc linéaire qui vient des villas, où il y a la passerelle Saint-Jean, qui reçoit tous les cheminements piétons publics, n'est-ce pas ? C'est pas des trottoirs, ce sont des passages publics entre les groupes de villas et qui aboutissent à la passerelle, qui aboutissent à la mairie. Et le prospect est variable de 25 à 50, 60 mètres. Ensuite, de la mairie, il y a une antenne qui monte jusqu'au Ponant, qui donc du centre vers l'est complet. Et avant le franchissement de la voie primaire, la voie parc, il y a une descente, il y a une ligne, un bras, disons, du parc linéaire qui vient à la mer, qui vient au point zéro. Donc c'est un parc linéaire et dans son idée, dans la Grande Motte, il y aurait des espaces de circulation cavalière en plus des circulations piétonnes et cycles. C'est devenu surtout, c'est le vélo qui est roi parce que c'est tout plat, il n'y a pas d'obstacle, donc le piéton est vélo de partout. Et là, l'allée Cavalière débouche au point zéro, très élargi, une grande prairie sous des tamaris, et on arrive sur le front de mer et les dunes. Il y a 3 points sur le front de mer qui sont ouverts sur la mer, donc les dunes ont été rasées, c'est le point zéro, donc le port face allemand, et la place des dunes. Vous allez décider aussi, au niveau de la palette végétale et au niveau de la couverture végétale, d'avoir des allures un peu sobres et homogènes. On allait avoir un travail de très grands espaces, l'accompagnement de voirie et tout, et on a utilisé des végétaux en grande masse, homogènes et régulières. Par exemple, en accompagnement de voirie, on va à une certaine vitesse, on n'a pas fait de système de mixed border, 3 lauriers roses, 2 oliviers de Bohème, un tamaris, un pittosporum, un chalef. La coupe en travers était un peu compliquée, mais la succession en long était plus simple. Avec une strate homogène, il y avait l'utilisation, donc surtout du point de vue des tiges, première ligne olivier de Bohème, deuxième ligne on avait le platane et les peupliers et les aulnes d'inférieur, et troisième ligne c'était le pin qu'on pouvait utiliser. Donc on déterminait une ambiance végétale et disons une identité paysagère spécifique pour nous, qui était adaptée au climat et au sol. Quand je suis arrivée à la Grande Motte, aux archives, que j'ai découvert les albums photographiques de Pierre, j'ai commencé à voir tout le fond et à travailler et à me dire, mince, je ne connaissais pas du tout la Grande Motte, je ne connaissais pas du tout la géographie, et à vouloir faire des sélections qui me permettaient de lier la photographie et de repérer sur la carte pour savoir quelles étaient les zones concernées par la prise de vue ou pas. Donc là, j'ai commencé à faire ça pour l'ensemble des albums, décennie par décennie. Et aussi, en fait, quand on a ouvert les albums, pour comprendre vraiment dans le détail, j'ai été reçue par William Servat, l'archiviste de la Grande Motte, avec qui j'ai passé énormément de temps, parce que quand on ouvre des albums pour savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe, c'est qu'on parle du présent. Et là, William a énormément apporté, avec une expertise très précise, pour me dire, oui, mais tu vois, là, cette photo est ici, ce groupement... mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça, ça a changé. Et donc, progressivement, j'ai aussi noté les changements que la ville a opérés sur une carte. Et donc,
là, je vous invite à découvrir, à faire une petite promenade dans les photos de Pierre. Peut-être que Pierre va pouvoir nous en commenter quelques-unes. Alors là, on voit le traitement des plantations extensives du terre-plein central, pour l'instant, de la voie primaire de la grande motte du Levant. Et on voit que le terre-plein central, on avait consacré un espace très large pour pouvoir planter en foule. Et comme ensuite on a pu faire les accotements à droite et à gauche, aujourd'hui, on verra les photos, on a vraiment l'impression qu'on a tapé à la forêt. Et on voit, Sophie a souligné, dès les premières tranches 1967 jusqu'à 1976 à peu près, le temps que les constructions se fassent un peu d'obstacles et faire s'élever les vents salés, on faisait à chaque fois des réseaux de protection en jaune. On mettait des réseaux de protection de peu près 2,50 m pour stopper le vent, faire s'élever le vent et ne pas brûler les végétaux au moment de l'installation. Là, c'est une photo du début des premières tranches, c'est peut-être 2 ans de plantation. C'est le grand carrefour, l'échangeur, le routier, disons, le C4. C'est très large, ça respire beaucoup. Il y a 2,5 hectares d'espace vert, là, parce que c'est une isolation par rapport à la zone des campings et par rapport à la zone des villas. Et on va pénétrer dans le port. Là, on voit que, bon, au début, les premières tranches, et l'idée de départ, on a dit, c'est pas la Normandie, on va pas avoir des gazons, de la prairie, des pelouses. On va utiliser beaucoup de végétaux couvre-sol, c'est-à-dire la lavande, romarin, des cis, des véroniques, du buplerum, et des iris. Donc la strate arbustive et vivace réagit très vite. En 2 ans, 3 ans, ça tape, ça flatte l'œil, disons. Mais pour tenir propre, entretenir 1 mètre carré de lavande et d'iris, c'est que de la main-d'œuvre manuelle. Il va falloir, donc c'est un coût important par rapport à ce qu'on avait, des tiges sur prairie. Alors, donc il a fallu changer un peu le fusil d'épaule. Dans les espaces extensifs, vraiment, on a eu beaucoup moins de vivaces, plus de prairies, parce qu'on avait préconisé l'irrigation fixe. Voilà. Donc il y a eu une évolution dans l'utilisation des végétaux, dans le traitement des espaces, mais ces végétaux, on les gardait pour les espaces étroits, dans les accompagnements de voirie, entre le cheminement piéton et la route, entre le cheminement piéton et les villas, ou terre-plein centraux, etc., ou les parkings. Là, on gardait les zones arbustives. Là, donc, c'est débouché de l'allée Cavalière sur le point zéro, le traitement des sols, des circulations piétonnes. Et le travail, là, c'est surtout le travail de Gineste. Dans la fameuse allée Cavalière qui descend, il y avait 5 thèmes de construction de placettes sur les thèmes des vents. Le Narbonnais, le Mistral, le Labec, etc. C'était dessiné. Là, on avait une tamaricière, ça elle est jeune encore, mais on est en première ligne. Côté derrière, à notre gauche, c'est la mer, en arrière, et le nord et le bâtiment. À l'abri de ces bâtiments, aussitôt on peut utiliser tout ce qu'on veut, mais là sur le fond de mer, c'était les tamaris. J'étais assez intéressé, moi, pour le tamaris, parce qu'il est un port assez chétif à côté d'un pin, et il y a une ombre légère. C'est-à-dire que les gens, quand il y avait trop de vent, trop de tramontane à la plage, ils se réfugiaient sous la tamaricière. Là, elle est jeune encore, mais en fait, manque de chance, elle a été un peu sacrifiée. Là, ça nous montre l'exemple de port de végétaux. On a les zones au sud de l'île où il y a le village vacances aujourd'hui, c'est une presqu'île qu'on avait gardée, la végétation préexistante. On a les pins pignons à droite, Pinus pinaster, silhouette caractéristique, et Pinus pinea, et à gauche des vestiges de pins maritimes. Et quelques pins maritimes. Normalement, il demande des terrains pas calcaires, déjà ça, alors comme c'est un peu neutre, là. Et ils sont encore là. On en a utilisé au début.
On a fait les premières tranches dans l'allée Cavalière avec des pins d'Alep, des pins maritimes et tout. Et les maritimes, ils ont tout de suite attrapé la maladie qui a fait disparaître le pin maritime dans l'Estérel. Et c'est le Metsococcus. Le climat méditerranéen est trop favorable à cet insecte qui nous détruit le pin maritime en Méditerranée. Alors là, donc, une ambiance, des travaux préliminaires. On est dans une explication, ça c'est la peupleraie. La peupleraie qui préexistait quand on a fait l'étude de végétation préexistante, parce que les anciens propriétaires, il y avait Temple, Bonfils et Bansillon, et c'était des grandes exploitations viticoles. La petite motte, la grande motte, haute plage, grand travers, c'était de la vigne. Et en 1956, ça a gelé. Ils n'ont pas remis de la vigne, ils ont fait des céréales, et une bonne partie, ils l'avaient mis en peuplier pour faire le bois de caisse. Alors, dans l'étude de sol, de végétation préexistante, ils étaient là, avec quelques hectares, à peu près quand même une trentaine d'hectares, et ils étaient gros comme les 3 doigts, quoi. Et on a dit, quand il y aura la politique de travaux de remblaiement généraux pour faire la ville, on a dit, si on les remblait aussi, on va les tuer parce qu'il y a du sel au début. Alors il y a tout un périmètre qui est resté non remblayé, ce qui a valu... qu'est-ce qu'on va faire? C'est inondable et tout, pas constructible. Ben, ce seront les campings. Alors c'est un peu... Ils ont répondu à la feuille de route de Racine. Il y a une bonne partie en zone de camping grâce aux peupliers. C'est là où il y a une petite évolution aussi sur la zone des campings, du point de vue d'urbanisme et du point de vue de densité. Alors là, on est dans le centre-ville, c'est les loges, juste en arrière de la place de la mairie. Et on avait, enfin, c'était avant la construction de la mairie, on avait occupé l'espace avec des tamaris. Alors là, c'est l'ambiance de la zone exposée de village vacances du VVF, le Ponant, hein, je crois. Alors donc là, on a les oliviers de Bohême qui dominent. L'olivier de Bohême résiste très bien au sel et au terrain un peu difficile, ingrat, il est bien adapté. Moi je l'aime parce qu'il a un feuillage argenté, brillant, et quand il fleurit, ces petites fleurs dorées, ça sent très très bon, ça sent 500 mètres. Mais l'inconvénient, c'est qu'il a des grosses racines, ce qui lui a valu d'être banni. Ici, on est sur le cheminement piéton front de mer, parmi la trame piétonne de circulation de partout. Okay, il y a un cheminement qui est le long de la Canette, et là, surtout, on est sur l'ancienne route départementale, et on a les dunes à gauche et les constructions à droite, et c'est un cheminement qui prend sur 4 km du front de mer, avec, je crois, 43 passages accès à la mer à travers les dunes. La grande mode, donc, avec le service maritime, Jean Balladur, dès le départ, il y a eu le problème, comment on traite le front de mer par rapport au coup de mer, par rapport au cheminement, parce que les gens ont acheté en front de mer, en première ligne, ils veulent voir la mer. Mais si on rase les dunes, premier coup de vent, le vent marin, toutes les dunes, le sable, il est vivant, il est repoussé, et ils ont les dunes dans le rez-de-chaussée de la maison. Donc, et les dunes, c'était un lieu attractif, c'est assez sympathique, et il y a une végétation un peu particulière, et puis au fond de mer, mais on ne peut pas se promener dessus, on ne peut pas la piétonner. C'est du sable, c'est fluent. Dès qu'on marche trop, on remet le sable en mouvement, on déchausse les végétaux périssent, et le sable est à nouveau libéré et se déplace. Alors, donc, il y a eu une politique de protection et de fixation des dunes continue, et chaque année, on arrange, on plante, on étoffe la végétation, donc avec la blanquette, la triplex, avec l'immortel, avec l'anthémis des sables, avec surtout l'Oya. L'Oya qui est une graminée de base, partout où on a le problème de dunes, partout en France et en Europe, quoi, sur toute la côte atlantique jusqu'au nord et même en Hollande. Ils passent partout, et partout dans les sables, et les sables qui viennent d'être en mouvement. Une dune qui est fixée depuis longtemps, elle
elle se fige, disons, se cristallise. Il y a d'autres végétaux qui remplacent l'Oya. L'Oya dépérit dans les sables qui sont stabilisés depuis longtemps. Il est vraiment bien dans les sables nouvellement mis en mouvement. Il est intéressant pour ça, parce qu'il colonise vite, il stabilise vite les sables qui viennent d'arriver. Eh ben, je vous remercie, Pierre. Je pense qu'on va se quitter sur ces derniers mots. Merci beaucoup pour tout. Et voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup.